Hyacinthe Darel au 99.5. L'analyse de l'actualité de la journée sous un angle différent au 99.5 Montréal. Dans le conflit tarifaire et les escalades du conflit tarifaire entre le Canada et les États-Unis, on se dit souvent qu'on est surpris qu'on ne peut pas anticiper les prochains mouvements, les prochaines décisions du président Donald Trump. Et bien justement, ce manque d'anticipation nous place souvent dans cette situation d'incertitude qui est sur toutes les lèvres. Et bien pour anticiper ce qui pourrait se passer, il faut regarder l'ensemble des scénarios possibles et on va regarder certains scénarios. Avec notre prochain invité, nous recevons l'analyste géopolitique et chroniqueur au magazine Les Affaires, M. Philippe Labrec. Bonsoir, M. Labrec. Bonsoir. Vous avez réalisé dans votre balado, et j'en profite pour inviter les auditeurs qui sont intéressés par vos propos, d'écouter votre balado, Les idées en évolution, idées au pluriel sur YouTube. Donc, dans votre dernier balado, vous avez interviewé l'économiste belge Bruno Coleman, qui vous a inspiré finalement notre entretien de ce soir sur une éventuelle possible guerre des monnaies. Donc, est-ce que ça fait partie des scénarios possibles, les risques d'un espèce de coup d'État monétaire américain? C'est un scénario que je dirais qui n'est peut-être pas encore probable. Donc, je n'irais pas parier de l'argent que ça va arriver. Ceci dit, c'est beaucoup plus... c'est pas improbable. Disons que les chances sont beaucoup plus élevées que ce qu'on voudrait le croire. Et c'est surtout qu'en ce moment, Bruno Coleman, comme vous l'avez mentionné, en parle beaucoup lui-même. Il y en a quelques-uns, quelques analystes économiques, je dirais macroéconomiques qui en parlent, mais ça reste encore pas tabou, mais peu dit, disons. Et pourtant, c'est quelque chose qui est, comme je dis, beaucoup plus probable qu'on voudrait le croire, parce que Donald Trump lui-même a publiquement dit qu'il souhaite avoir un dollar américain plus faible. Il y a des avantages d'avoir une devise plus faible, d'ailleurs. Le Canada garde historiquement le dollar canadien relativement faible face au dollar américain, justement pour stimuler les exportations vers les États-Unis, parce qu'avec une devise faible, on devient plus concurrentiel en termes de vente de ses produits et services. Et bien sûr, Trump veut inverser cela. Il veut inverser, on en a parlé la dernière fois, le déficit commercial américain est un des atouts, je devrais dire, dans sa quête, c'est d'abaisser le dollar américain pour rendre les produits américains plus concurrentiel sur le marché mondial et qu'on abaisse, on diminue la valeur de sa propre monnaie, les importations deviennent plus chères, ce qui stimule, si on peut dire, les entreprises américaines à acheter américain au lieu d'aller acheter à l'étranger parce que les prix deviennent moins concurrentiels quand ils achètent à l'étranger avec une devise plus faible. Donc, une fois qu'on comprend que c'est quand même assez probable que Trump fasse tout ce qu'il peut pour abaisser le dollar américain, faut se rendre compte que les autres pays ne vont pas rester simplement assis sur leur main à rien faire. Donc, ils vont dire, il faut faire la même chose. Ils vont se dire. Ils pourraient très bien se dire, encore une fois, là, c'est des probabilités, il n'y a pas de certitude, mais ils pourraient très bien se dire, mais il faut dévaluer aussi notre devise pour rester concurrentiel. Là, je pense à la Chine qui, elle aussi, artificiellement, pousse sa devise vers le bas le plus possible pour, encore une fois, stimuler ses exportations. Et là, vous avez un mouvement de chaîne où donc les États-Unis abaissent le dollar américain, les Chinois vont faire la même chose, le Canada va faire la même chose, l'Europe va faire la même chose avec l'euro, le Japon la même chose, la Corée du Sud, tout ça pour rester concurrentiel. Et bien sûr, ça devient un espèce de cercle vicieux où tout le monde dévalorise sa propre devise pour rester concurrentiel, ce qui au final mène à une spirale d'inflation pour tout le monde. Tout le monde perd un peu dans ce que je viens d'écrire. Globalement, c'est une guerre des monnaies. Donc, est-ce que c'est possible? Je crois que c'est possible. Je ne dirais pas que c'est probable, comme je l'ai mentionné au départ, mais c'est beaucoup plus probable qu'on voudrait le croire, là, par contre. Là, je pense que c'est un des scénarios qu'il faut envisager au minimum. Oui, c'est important d'anticiper l'avenir et pour être outillé à anticiper l'avenir, il faut regarder l'ensemble de tout ce qui pourrait arriver et s'y préparer ou voir comment on se positionne par rapport à ça. Est-ce que ce serait avantageux, par exemple, pour le Canada ou ce serait complètement catastrophique de notre point de vue? La première conséquence négative, ce serait qu'on importerait beaucoup plus d'inflation qu'on en importe en ce moment. Et c'est déjà le cas. Le dollar canadien tourne autour du 1,45$ américain. L'inverse, là, plutôt $1 américain vaut $1,45 canadien environ. Je dirais que on s'est habitué à un dollar américain qui vaut à peu près $1,30 canadien. Donc,
un dollar canadien qui chute là, sous les quoi, à 65 sous américains ou à peu près, ça stimule nos exportations, mais ça importe de l'inflation. Et donc, si, encore une fois, c'est hypothétique, mais si les Américains devaient, Donald Trump en particulier, abaisser par différentes procédés financiers le dollar américain et que le Canada se dirait il faut faire la même chose pour maintenir un taux de change avantageux au Canada, Oui. on importerait encore plus d'inflation. Peut-être par contre que ce serait un moindre mal dans le sens où on maintiendrait un niveau d'exportation élevé grâce à une devise plus faible. Mais après, il faut se poser la question jusqu'où on peut aller dans la dévaluation du dollar canadien face au dollar américain notamment, mais potentiellement aussi face à d'autres devises. Parce que, comme je dis, il y a un mouvement de chaîne, il y a un effet boule de neige plutôt, où tous les pays, tôt ou tard, vont embarquer dans cette guerre des monnaies où on dévalue sa propre devise. Un peu comme dans les années 70, le Bruno Coleman le mentionne dans l'entretien, là, c'est une guerre des monnaies qui avait duré 8 ans, là, de 1971 à peu près à 1979. Oui. Et l'inflation avait atteint, de mémoire encore une fois, là, mais Bruno Coleman mentionnait 10 %. Puis ça, c'est à peu près global. Là, c'est en Europe comme aux États-Unis. Et au Canada, ceux qui ont vécu la période s'en rappellent peut-être. Donc, il va falloir se poser la question à quel point on est prêt à importer de l'inflation pour maintenir nos exportations et jusqu'où on peut aller dans le sens où, admettons les dernières menaces de tarifs de Trump qui va imposer 50 % sur l'aluminium et l'acier au Canada. Est-ce qu'on va tenter de d'évaluer le dollar canadien de 50 % là, ça me semble un petit peu exagéré. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et donc, de répondre à la question, est-ce que c'est un avantage clair, net et précis pour le Canada d'entrer dans une telle spirale? À mon avis, globalement, non. Je crois que tout le monde perd au final dans une espèce de guerre de monnaie de ce style. Mais après, le Canada va peut-être être forcé à y prendre part. Et là, il va falloir faire des choix, je crois. Là. Importer de l'inflation et maintenir nos exportations ou réduire l'inflation, se protéger de l'inflation, mais de l'autre côté, peut-être réduire nos exportations aussi. Là. Comme on sait que le dollar américain reste la monnaie de réserve qui représente approximativement 60 % des transactions globalement, est-ce que ça amène aussi l'idée là, du prix de l'or qui est aussi une valeur refuge? Comment on voit le prix de l'or qui est à des niveaux records aujourd'hui? Quel est le rôle de cette valeur refuge dans cet éventuel scénario de guerre des monnaies? L'or est un peu, là, comme vous l'avez dit, la valeur le refuge, donc ça vous protège contre les chocs monétaires et géopolitiques en général. Et donc, on a vu que le prix de l'or a augmenté rapidement pour plusieurs raisons. On dit plusieurs raisons, mais on spécule un peu parce que les grands acheteurs d'or en ce moment sont les banques centrales du monde. Et les banques centrales du monde ne vont pas émettre les raisons spécifiques pour lesquelles elles achètent de l'or. Donc, on est pris un peu à spéculer. C'est sûr qu'il y a des investisseurs qui ont vu la chose arriver et qui ont acheté de l'or pour réaliser un profit, mais les banques centrales ne le font pas nécessairement pour, acheter à bas prix, revendre à haut prix et faire de l'argent. Les banques centrales achètent de l'or massivement, principalement pour se protéger des chocs financiers mondiaux et géopolitiques. Donc, le prix de l'or était déjà relativement élevé avant le début de la guerre en Ukraine, mais on a vu que depuis, là, il est monté en flèche. Et les chocs géopolitiques ici jouent un rôle important. Et à ça, on ajoute les chocs potentiels monétaires et l'arrivée de Donald Trump et ses politiques tarifaires, mais aussi monétaires, là, comme on vient d'en parler, du moins les politiques potentielles qui pourraient venir dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années, mènent une incertitude importante sur le marché des devises mondiales. Et donc, les banques centrales veulent s'en protéger le plus possible, justement en achetant de l'or, parce que qu'on convertisse cette devise en métaux précieux, principalement de l'or, on se protège un peu des fluctuations qui affectent négativement certaines devises et on ajoute de la stabilité, si on peut dire, une certaine confiance en l'économie d'un pays qu'on a des réserves d'or conséquentes. Les États-Unis et la Chine sont de loin les deux pays avec les plus grandes réserves d'or. À ce que je sache, les États-Unis n'ont rien ajouté. La Chine, par contre, dans les dernières années, aurait ajouté. Et là, encore une fois, la Banque centrale chinoise ne divulgue pas spécifiquement tout ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait et quelle quantité d'or elle achète, là, mais
on sait à peu près assez bien là, qu'ils ont acheté une quantité massive d'or et on peut spéculer ici là, que c'est pour se protéger contre potentiellement une guerre des monnaies que Donald Trump pourrait entamer tôt ou tard. Donc, le rôle de l'or en ce moment reste ce qu'il a toujours été, j'ai envie de dire, depuis 4000 ans, là, ce qui veut dire principalement se protéger son pouvoir d'achat, protéger sa devise, protéger sa richesse, là, même, je dirais, ajouter une certaine stabilité dans un monde qui est de plus en plus instable. Si les États-Unis s'engageaient là, dans la dépréciation de leur dollar, est-ce que la Chine serait la première à risquer d'entrer dans cette spirale aussi pour soutenir ses exportations, selon vous? Ben, c'est ceux qui ont le plus à perdre. Donc, a priori, je dirais que oui. On sait que la Chine, depuis très longtemps, et ça date d'avant Trump, les États-Unis s'en plaignaient souvent, que la Chine garde sa devise le plus bas possible artificiellement, justement pour favoriser leurs exportations. Mm-hmm. Et ça, c'est pas que Trump là, qui le disait. Ça remonte quasiment à Clinton dans les années 90. Mais ça s'est accentué dernièrement. Et c'est sûr que du côté américain, particulièrement sous Donald Trump, si on veut ramener la production manufacturière aux États-Unis le plus possible, ça va ça dépend de la Chine. Et une des façons de faire, non seulement c'est les tarifs, mais c'est bien sûr une dépréciation du dollar américain, encore une fois. Et donc, les Chinois vont bien sûr essayer de contrer ceci. Et donc, ce serait très possible que la Chine, qui est qui contrôle, des leviers que d'autres gouvernements dans des démocraties n'ont pas, pourraient très bien forcer leur devise à la baisse le plus possible. Faut voir jusqu'où ils peuvent aller, mais ils le font déjà en partie, là. Ça fait plusieurs années qu'ils le font, donc a priori, j'ai envie de dire que oui, ils vont répliquer si jamais les États-Unis devaient abaisser leur dollar en abaissant eux-mêmes le renminbi. Mais bon, ça reste à voir de combien et de quelle façon aussi, là. Mais c'est fascinant quand on pense à ce scénario-là parce que ça pourrait nous amener dans une spirale inflationniste mondiale si tous les États veulent affaiblir leur monnaie en même temps et suivre le courant américain. Ça serait complètement déstabilisant pour les marchés. Ce qui serait très déstabilisant, là, je pense que ce serait une action qui semble encore extrême et donc improbable pour l'instant de la part de Donald Trump. Mais par exemple, Bruno Coleman parle de la monétisation de la dette américaine qui se ferait principalement, et là, encore une fois, on est dans un scénario, donc c'est purement hypothétique, mais Trump pourrait prendre le contrôle de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine, et forcer celle-ci à acheter la dette américaine principalement à 0% d'intérêt, ou du moins des taux extrêmement bas qui seraient risibles pour non seulement désendetter, si on peut dire, là, la dette disparaîtrait pas, mais au lieu d'être la dette du gouvernement, ça deviendrait la dette de la Réserve fédérale. Le gouvernement devrait rembourser sa propre dette, là, si on peut dire, à la Réserve fédérale à des taux d'intérêt très bas, ce qui veut dire que les paiements d'intérêt seraient à peu près nuls, surtout que l'inflation serait sûrement supérieure au taux d'intérêt. Donc, on parle dans ce cas-ci, un taux d'inflation réel, là, ce qui veut dire taux d'intérêt moins l'inflation, et vous avez ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. Oui. Ça serait, je crois, un choc financier, parce que c'est un peu comme un coup de bâton magique. Là, on vient de tout changer, on vient de faire disparaître la dette américaine. Là, il y aurait une perte de confiance, je crois, sur les marchés mondiaux, non sêtre au dollar américain, mais peut-être même à l'économie américaine. Et là, le statut de monnaie de réserve de dollar américain pourrait être mis en cause par plusieurs puissances mondiales, ce qui est déjà un peu le cas. On a parlé des BRICS là, dans les médias souvent, qui tentent de toutes les façons d'échapper au système dominé par le dollar américain, le système d'échanges financiers mondial. Et donc, ça rajouterait de l'huile sur le feu à ceci, là, je crois. Et ça mènerait énormément d'inflation aussi en même temps. Là. Une perte de confiance massive en le dollar américain mènerait à beaucoup d'inflation aux États-Unis, simplement parce que les gens se débarrasseraient de leur dollar américain ailleurs dans le monde. Et donc, je crois que c'est ce genre de choc qui est à prévoir, qui pourrait déstabiliser les marchés mondiaux. Je crois que Trump est déjà dans une logique des chocs. C'est pour ça que, parce que dernièrement, je me suis posé la question,
comment expliquer ses va-et-vient dans ce qui a trait au tarif Oui. de 20% une journée, 24 heures plus tard, il n'y a plus de tarif. Ben oui. Tarif tout de suite. Et je crois qu'il est déjà dans une logique du choc comme ça. Et ça, on voit que ça affecte les marchés financiers mondiaux à la baisse très fortement, dans les dernières semaines en particulier. Mais l'objectif n'est pas hyper simple, à mon avis. Il n'a pas réussi à baisser les taux d'intérêt comme il aurait voulu le faire, parce que, comme j'ai dit, il l'a mentionné publiquement, il souhaite que les taux d'intérêt soient drastiquement abaissés. Donc, jusqu'à maintenant, il a plus ou moins réussi. Mais quand on se pose la question, quel est l'objectif de cette espèce de stratégie de choc, du moins ce que j'appelle une stratégie de choc au pluriel, c'est peut-être tôt ou tard, justement, de faire abaisser les taux d'intérêt, ou du moins abaisser le dollar américain en contrôlant une certaine perte de confiance. Faudra voir jusqu'à quel point il va être capable de maintenir le contrôle sur, justement, le niveau de confiance qui est assez difficile à juger, à quantifier envers le dollar américain. C'est très intéressant, M. Labrec, parce que ça nous permet vraiment je le répète, là, mais d'anticiper, de regarder les différents scénarios, mais aussi d'essayer j'aime bien votre posture, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il essaie de provoquer plutôt que de s'arrêter à ce que ça provoque chez nous comme sentiment ou comme émotion, mais d'essayer de voir est-ce qu'il a une stratégie réelle, qu'est-ce qu'il essaie de faire avec tout ça. Peut-être que c'est simplement de l'improvisation, mais et si ça n'était pas de l'improvisation, et s'il y avait des tentatives réelles d'affecter certains marchés, d'affecter certains pans là, de nos économies. Donc, c'est pertinent de se poser les questions et on va continuer de le faire parce que vous allez revenir à chaque mercredi, je pense, M. Labrec, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je vous remercie beaucoup. Philippe Labrec, j'invite tout le monde à aller écouter vos balados idées au pluriel en évolution sur YouTube, Spotify, Apple, Amazon et toutes les plateformes, vos plateformes préférées. Et nous en reparlerons certainement aussi de cette idée-là des chocs, de la théorie des chocs ou de la logique des chocs provoqués par Donald Trump. En tout cas, il nous force à s'éduquer en économie, à s'éduquer sur les marchés financiers si ce n'était pas notre champ de compétences ou notre champ d'intérêt favori. On n'a pas le choix de s'y intéresser si on veut essayer de comprendre quelque chose. Merci, M. Labrec. Un plaisir.